Incendie, le feu qui a déjà brûlé plus de 300 hectares en forêt de Fontainebleau est d'une ampleur exceptionnelle, avertissent les autorités, France Info. Ce direct est désormais terminé. C'est un incendie d'une violence inédite dans la zone. L'incendie qui fait rage en forêt de Fontainebleau Seine-et-Marne et qui a déjà parcouru plus de 300 hectares est d'une ampleur exceptionnelle, a déclaré le sous-préfet de cette zone, Yanis Bouzard, dimanche 12 juillet dans la soirée. L'incendie, peu avant 23 heures, restait en cours de propagation, a ajouté le sous-préfet lors d'un point presse à Arbonne-la-Forêt Seine-et-Marne. 2 avions bombardiers d'eau ont été envoyés pour lutter contre le sinistre, une première en Île-de-France, et quelques 400 pompiers sont à pied d'œuvre, selon la même source. En forêt francilienne, on a l'habitude de traiter des feux de quelques hectares, mais de 300 hectares c'est la première fois, a appuyé sur France Info Paul Laurin, porte-parole des pompiers de Seine-et-Marne. Il y a de fortes chances que la gestion de l'incendie s'étale sur plusieurs jours, avertit le pompier, entre autres car le secteur de la forêt de Fontainebleau concerné est difficile, avec un relief particulièrement escarpé. La tombée de la nuit complique les opérations puisque les renforts aériens ne sont plus utilisables, ajoute Paul Laurin. La circulation des TGV est fortement perturbée sur la ligne à grande vitesse sud-est dans les 2 sens. Les pompiers et les équipes du gestionnaire du réseau ferré sont en cours d'intervention, a annoncé SNCF Voyageurs sur son site. Des détournements par la ligne classique sont réalisés, ce qui génère des retards pouvant aller jusqu'à 4h20 ou des suppressions de trains, avant un retour à la normale espéré en fin de soirée, précise le réseau ferroviaire. Le plan Pégase, qui permet de limiter l'engorgement en gare grâce à une offre de transport renforcée, sera déclenché pour les arrivées tardives à Paris, a annoncé le ministre des Transports Philippe Tabarot sur X, ajoutant qu'une 50aine de trains sont attendus dans la soirée. Une grande partie de la France en risque élevé de feux de forêt lundi. Alors que la France traverse sa 3e vague de chaleur depuis le début du mois de mai, 59 départements seront en risque élevé orange de feux de forêt lundi, a annoncé Météo France. Les départements concernés se situent entre la Loire-Atlantique et les Ardennes, en passant par la Normandie, la région parisienne et les Hauts-de-France. La zone s'étend vers le sud via l'Ain, le Rhône et la Loire, ainsi qu'à la quasi-totalité du pourtour méditerranéen à l'exception des Alpes-Maritimes, et remonte vers l'Aveyron et le Tarn, jusqu'au Cantal. 37 départements maintenus en vigilance rouge lundi. Les 37 départements déjà en vigilance rouge dimanche le resteront pour la journée de lundi, a annoncé Météo France dans son dernier bulletin. La Haute-Loire, elle, passera en vigilance orange, dès lundi midi. Au total, 47 départements seront concernés par cette vigilance orange. L'incendie du lot fixé. L'incendie de végétation qui s'est déclaré, samedi, sur la commune de Ciurac-Lot, entraînant l'évacuation de 86 personnes, est désormais fixé, a déclaré, dimanche, la préfecture, précisant que le feu ne connaît plus de progression. Quelques 155 hectares de broussailles et de forêts ont été parcourus par les flammes sans faire de victimes, ni de dommages auprès des habitations, écrit-elle dans un communiqué, revoyant à la baisse un précédent bilan faisant état de 180 hectares brûlés. Le tourisme et les rendez-vous festifs pâtissent de cette situation. À Paris, le préfet de police a fait annuler les très populaires bals des pompiers traditionnellement organisés dans les casernes les 13 et 14 juillet, de même que des événements sportifs prévus en plein air ou dans des lieux non climatisés. Partout en France, de nombreuses villes ont d'ores et déjà renoncé aux feux d'artifice qui devaient être tirés pour la fête nationale. Sujet suivant. Que s'est-il passé lors de l'incendie qui a fait 13 morts et plusieurs disparus dans le sud de l'Espagne? France Info. Après 2 jours cauchemardesques, les habitants de Bédar, épicentre de l'incendie meurtrier en Espagne qui s'est déclenché jeudi après-midi, regagnent peu à peu leur domicile dimanche 12 juillet, encore sous le choc devant la violence du sinistre. L'incendie, qui a fait 13 morts, dont des étrangers, est stabilisé, a annoncé le président de la région d'Andalousie, Juan Manuel Moreno. Le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, se rendra lundi dans la région de Los Galardos, où quelques 7000 hectares ont été brûlés dans un périmètre de 40 km, a précisé Juan Manuel Moreno, dimanche en fin de matinée. Sur 1500 évacués, 600 ont déjà pu rentrer durant la nuit, grâce à l'amélioration de la situation. Les autorités restent prudentes quant au nombre de disparus tant que les autopsies et l'identification des corps retrouvés ne seront pas achevées. France Info fait le point sur cet incendie dont le bilan pourrait s'alourdir. Une propagation des flammes plus rapide que le vent. Les flammes ont, dans un premier temps, évolué de manière fulgurante. Le ministre Félix Bolano,
présent sur place samedi, est allé jusqu'à évoquer une vitesse de propagation de 100 mètres par minute au début de l'incendie. Ce massif boisé proche de la Méditerranée, à quelques kilomètres d'Almeria, en Andalousie, est composé de nombreux ravins, fossés et maisons dispersées à flanc de coteaux, qui ont favorisé la propagation de l'incendie et rendu difficile la mise à l'abri des riverains. La propagation des flammes était plus rapide que le vent lui-même, a souligné la directrice de la protection civile et des urgences, Virginia Barcon, auprès du quotidien espagnol El País. Le maire de Los Galardos, Francisco Reyes, a été le premier à avertir les habitants afin qu'ils évacuent les lieux, en collaboration avec un agent de police local, explique le journal, précisant qu'en fin d'après-midi, des pompiers et 2 hélicoptères étaient déjà en train de larguer de l'eau. Mais le feu s'était déjà propagé sur 7 km à vol des oiseaux à travers champs en direction de Bédar, relève El País, expliquant que, en l'espace d'1 heure et demie, ces terres ressemblaient à s'y méprendre à l'enfer. Pays en première ligne du réchauffement climatique, l'Espagne a connu ces dernières années des vagues de chaleur de plus en plus longues, dès le printemps, avec des températures dépassant parfois les 40 C, créant les conditions pour des feux dévastateurs. Un câble a déclenché l'incendie, selon les autorités espagnoles enquêtent sur un câble provenant d'un poteau électrique qui serait tombé au sol, identifié selon elles comme étant le déclencheur de l'incendie, rapporte El País. Les premiers témoins ont en effet déclaré au service d'urgence numéro 112 qu'une ligne électrique tombée au sol avait enflammé la végétation environnante, relaie le journal. Cependant, Endesa, le principal fournisseur d'électricité de la région, affirme que le câble n'appartient pas à son réseau et n'était pas sous tension car l'alimentation électrique a été coupée en 2009 dans la zone, insistant sur le fait que ce câble était inutilisé. La ligne électrique alimentait autrefois une maison et un restaurant, tous deux abandonnés. Jeudi après-midi, les services d'urgence andalous ont reçu jusqu'à 150 appels, rapporte le journal El Mundo, provenant de riverains et d'automobilistes qui s'alarmaient d'un feu de bord de route, parti de rien et qui s'est rapidement propagé, devenant un brasier incontrôlable. La garde civile, contactée par le quotidien, rappelle que le câble rompu n'est à ce stade qu'une hypothèse faisant l'objet d'une enquête. Déterminer les causes d'un incendie à son épicentre est souvent un défi majeur lors des feux de forêt, où divers facteurs entrent généralement en jeu, pointe El Mundo. Des victimes de plusieurs nationalités, les 13 personnes mortes, retrouvées depuis jeudi par les secours, ont pour la plupart été piégées dans leur véhicule ou rattrapées par les flammes en tentant de s'enfuir, selon les autorités, qui ont rappelé plusieurs fois la nécessité de suivre les consignes des services d'urgence. Elles sont de plusieurs nationalités, a confirmé vendredi le ministre de l'Intérieur espagnol, Fernando Grande Marlaska. Tout sauf une surprise dans cette zone où vivent de nombreux étrangers, et notamment beaucoup de Britanniques. L'une des victimes, une Britannique de 93 ans, est morte à l'hôpital dimanche après-midi. Les autorités recensaient auparavant 8 blessés, dont 4 grands brûlés. Le ministère des Affaires étrangères français a annoncé samedi soir qu'une Française figurait parmi les personnes disparues, précisant que son identification est en cours par les autorités espagnoles. Nous n'avons pas la confirmation de son décès pour le moment, souligne-t-on au Quai d'Orsay. Ce sont les autorités espagnoles qui confirmeront le décès après identification. L'espoir diminue de jour en jour, a témoigné Jérôme Navarro, le mari de Stéphanie, la Française disparue, sur France Info. Les 2 époux venaient d'arriver dans leur maison de vacances. Stéphanie Navarro a très probablement péri dans sa voiture en tentant de fuir les flammes, qui approchaient à toute vitesse. Une identification difficile. Le processus d'identification des victimes est compliqué, car le prélèvement d'échantillons auprès des familles est complexe, puisqu'elles viennent de l'étranger, a précisé le Centre espagnol d'intégration des données. La garde civile procède dimanche à une nouvelle vérification pour s'assurer qu'il n'y a pas de victimes potentielles qui n'auraient pas été localisées. Ces hommes sont entrés dans plus de 250 domiciles pour vérifier qu'il n'y avait personne à l'intérieur et effectueront maintenant ce dernier ratissage sur le terrain afin de procéder à une vérification complète qu'il n'y a plus personne, a fait savoir la secrétaire générale de la Protection civile, Virginia Barcon, à la télévision publique espagnole. Depuis vendredi, le bilan humain n'a pas évolué. La garde civile continue de patrouiller dans un décor d'apocalypse, au milieu de villages ravagés, comme le montre ce reportage du 20h de France 2. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses familles inquiètes publient les photos de proches dont elles sont sans nouvelles.
Nous sommes en train d'étendre les recherches à la quasi-totalité de la zone touchée par l'incendie. Nous utilisons également des drones, a souligné Raúl Aguilera, porte-parole de la garde civile, auprès de France 2. Une vingtaine de personnes n'ont toujours pas été localisées mais peuvent avoir été évacuées et n'avoir pas encore pu prévenir leurs proches, ont affirmé les autorités, refusant d'évoquer à proprement parler des personnes disparues. Les autorités espagnoles pointaient du doigt cette tragédie aurait-elle pu être évitée ? C'est la question qui revient inlassablement, les autorités étant critiquées ces dernières heures. Je ne comprends pas comment on peut dire que la situation a été bien gérée, déplore ainsi une vacancière espagnole auprès des El Mundo, affirmant que lorsque la garde civile lui a ordonné d'évacuer l'aire de camping-car où elle résidait, personne ne lui a dit où aller. Jérôme Navarro, le mari de Stéphanie Navarro, déplore de son côté n'avoir été prévenu par personne de l'ordre d'évacuer. On habitait sur une crête de colline, on était les premiers exposés. Les autorités auraient dû organiser du passage, du porte-à-porte, communiquer avec un mégaphone pour nous demander d'évacuer, pour nous prévenir du danger. Mais rien n'a été fait, a-t-il déploré auprès de France Info dimanche, considérant que ce manque d'information a coûté la vie à beaucoup trop de personnes. Sujet suivant. Nous avions un accord avec eux. Ils cédaient sur tout, et d'un coup, les Iraniens ont frappé un navire, comment la trêve entre Washington et Téhéran a volé en éclats, France Info. Après 3 semaines d'une fragile trêve, le conflit au Moyen-Orient a repris en intensité ces derniers jours. L'Iran a annoncé, dimanche 12 juillet, la fermeture jusqu'à nouvel ordre du détroit d'Ormuz après avoir tiré sur un navire qui empruntait une route non autorisée. Les États-Unis ont lancé une nouvelle série de frappes en représailles. Les deux pays s'accusent mutuellement de violer l'accord de trêve signé le 17 juin à Versailles pour permettre la reprise du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz. Fin juin déjà, accusant Téhéran d'avoir ciblé 2 navires, les États-Unis avaient bombardé le pays en retour, tandis que l'Iran avait répliqué en attaquant ses voisins du Golfe, le Koweït et Bahreïn. Les deux pays s'étaient ensuite mis d'accord sur une pause des hostilités. Mais la tension est à nouveau montée d'un cran mardi, quand les États-Unis ont annoncé avoir lancé des frappes puissantes contre la République islamique, en réponse à des attaques de 3 navires dans le détroit d'Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial du pétrole. Quelques heures après ces bombardements américains, les gardiens de la Révolution lancent une nouvelle opération de représailles, précisant avoir frappé 85 installations situées sur des bases militaires américaines au Koweït et à Bahreïn, à l'aide de missiles et de drones. L'armée iranienne rapporte alors avoir ciblé la base aérienne de Sheikh Issa Bahreïn en représailles à l'agression de l'ennemi américain et à ce qu'elle considère comme une violation du protocole d'accord. Cette reprise de frappe s'invite au sommet de l'OTAN qui s'ouvre mardi, à Ankara, Turquie. En marge de la réunion, Donald Trump estime, lors d'une prise de parole devant des journalistes, que le cessez-le-feu conclu avec l'Iran est désormais terminé. C'est simplement une perte de temps de négocier avec eux, ce sont des menteurs, déclare-t-il alors, qualifiant également la République islamique de pays malade et de cancer. Les propos de l'imprévisible président, coutumier des volte-face, font rapidement bondir les cours du pétrole de plus de 5, d'autant que Washington rétablit ses sanctions économiques sur le brut iranien, qui avaient été levées par le protocole d'accord du 17 juin. Tout soutien apporté à l'armée américaine agressive pour violer la souveraineté et le territoire de l'Iran islamique sera une cible légitime des forces armées, prévient mercredi Téhéran, qui accuse régulièrement ses voisins du Golfe d'autoriser des attaques depuis leur territoire. La responsabilité de cette escalade des tensions incombe au régime américain, fustige le ministère des Affaires étrangères iranien. Le Koweït exprime sa plus ferme condamnation des attaques répétées et illicites de l'Iran, qui compromettent les efforts de désescalade en cours, tandis que le Qatar, l'un des pays médiateurs entre l'Iran et les États-Unis, dénonce lui aussi des attaques iraniennes injustifiées, appelant à poursuivre la voie du dialogue. La Chine avertit pour sa part qu'une reprise des hostilités n'est dans l'intérêt de personne. Mais le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, estime que ces frappes sont absolument nécessaires, jugeant totalement crucial que les États-Unis réagissent avec fermeté. L'Organisation maritime internationale OMI, agence de l'ONU chargée de la sécurité, évalue mercredi à 6 000 le nombre de marins toujours bloqués dans le Golfe. Ces attaques ne font qu'exacerber la peur, l'incertitude et la détresse psychologique qu'ils subissent, incapables de quitter le Golfe Persique en toute sécurité, s'indigne l'OMI dans un message condamnant la reprise des hostilités. Mais les frappes américaines se poursuivent dans la nuit de mercredi à jeudi. L'armée précise avoir frappé quelques 90 cibles militaires iraniennes, parmi lesquelles des systèmes de défense anti-aérienne,
des installations de surveillance côtière et des sites de stockage de missiles et de drones sur la côte sud de l'Iran. L'objectif, dégrader davantage la capacité de l'Iran à s'en prendre au transport maritime commercial et à d'innocents marins civils dans le détroit d'Ormuz. Au total, 17 personnes sont tuées et 115 blessées dans les frappes américaines, selon le ministère de la Santé iranien. Une foule d'Iraniens entoure le cercueil d'Ali Khamenei, à Mashhad, Iran, le 10 juillet 2026. Attaquenar AFP. La République islamique accuse Washington d'avoir aussi ciblé des infrastructures civiles afin d'empêcher les fidèles de se rendre aux funérailles nationales de l'ayatollah Ali Khamenei, tué à 86 ans le 28 février, au premier jour de la guerre. Des ponts et la liaison ferroviaire entre Téhéran et Mashhad, lieu de l'inhumation du guide suprême, ont ainsi été touchés, selon les gardiens de la révolution. Pas de compromis avec les assassins, scande une marée humaine d'Iraniens, sur le passage du cercueil d'Ali Khamenei vers sa dernière demeure, animé par une soif de vengeance, relatent des journalistes de l'AFP sur place. Une vaste banderole déployée sur la façade d'un immeuble proclame « Nous allons tuer Trump », tandis qu'une autre promet une récompense de 100 millions de dollars pour la mort du président américain. Jeudi soir, l'armée israélienne se dit prête à attaquer l'Iran une troisième fois si nécessaire et plus durement encore. Quelques heures après, le cabinet de Benjamin Netanyahou annonce que le Premier ministre israélien s'est entretenu avec Donald Trump. Plusieurs médias américains, dont le Wall Street Journal, précisent en parallèle qu'Israël a transmis à Washington des informations de ses services de renseignement selon lesquelles l'Iran prépare un nouveau plan pour assassiner Donald Trump. Interrogée par l'AFP, la Maison-Blanche ne dément pas, renvoyant simplement vers des déclarations de Donald Trump datant de la veille. Mercredi soir, le président américain a quitté le sommet de l'OTAN en Turquie avec l'ancien avion présidentiel, et non le nouveau offert par le Qatar, pour des raisons de sécurité, selon le New York Times. L'accalmie revient dans la nuit de jeudi à vendredi, marquée par une absence d'attaque des deux côtés. Une délégation du Qatar, pays médiateur entre Téhéran et Washington, arrive dans la journée de vendredi en Iran pour des pourparlers. Dans le même temps, l'Égypte et le Qatar exhortent les deux pays ennemis à relancer leurs négociations. Donald Trump déclare de son côté avoir accepté de continuer les discussions avec la République islamique pour mettre un terme à la guerre. Il renoue toutefois avec son ton martial vendredi soir, en promettant une nouvelle fois d'anéantir l'Iran. Les ordres ont déjà été donnés, et l'armée américaine est prête, disposée et capable, pendant une période d'1 an, susceptible d'être prolongée, de décimer et de détruire complètement toutes les régions d'Iran, écrit le président américain sur Truth Social. Samedi après-midi, le guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, jure de venger la mort de son père, Ali Khamenei. Dans un texte daté de vendredi, il s'engage à venger le sang pur de l'ancien dirigeant ainsi que celui de tous les martyrs des deux guerres ayant opposé l'Iran à Israël et aux États-Unis. Les noms des personnes visées figurent sur une liste, assure-t-il. L'Iran avertit par ailleurs qu'il ne se considérera plus tenu par l'accord conclu avec les États-Unis si Washington continue selon lui d'en violer les termes, relaie samedi la télévision d'État, rapportant les propos du représentant iranien aux Nations Unies, Amir Saïd Iravani. Dans la nuit de samedi à dimanche, les hostilités entre les deux ennemis jurés s'aggravent brutalement. Le détroit d'Ormuz sera fermé jusqu'à nouvel ordre et jusqu'à la fin des interventions américaines dans cette région, écrivent les gardiens de la Révolution, qui lancent des missiles et des drones contre leurs voisins du Golfe, en représailles à de nouvelles frappes américaines. Celles-ci sont intervenues après l'attaque par les forces iraniennes d'un navire marchand qui a été abandonné en flammes par son équipage dans le détroit d'Ormuz. Au Koweït et aux Émirats arabes unis, les autorités disent faire face dimanche matin à des attaques aériennes. Les gardiens de la Révolution déclarent dans un communiqué, cité par les médias officiels, qu'ils ont visé une base aérienne américaine au Qatar en réponse aux attaques continues des États-Unis. Nous les avons frappés très fort hier soir. Nous avions un accord avec eux hier. Ils cédaient sur tout, et d'un coup, 2 heures après ça, ils ont frappé un navire avec un drone, a déclaré, dimanche, le président américain à CNN par téléphone. Lors de la signature de leur protocole d'accord le 17 juin, assorti d'un cessez-le-feu, Washington et Téhéran s'étaient donné 60 jours pour trouver une fin durable à la guerre déclenchée le 28 février par une attaque israélo-américaine contre l'Iran. Cette perspective d'apaisement entre les deux pays semble désormais bien loin. Sujet suivant. Jannik Sinner conserve son titre à Wimbledon après sa victoire en finale face à Alexander Zverev, France Info. Jannik Sinner conserve son titre à Wimbledon après sa victoire en finale face à Alexander Zverev vainqueur sortant. L'Italien compte désormais 5 titres en Grand Chelem après son nouveau sacre à Wimbledon, dimanche à Londres.
Publié le 12/07/2026 20h57 mis à jour le 12/07/2026 21h34 temps de lecture. 2 minutes Jannik Sinner lors de la finale de Wimbledon, face à Alexander Zverev, le 12 juillet 2026 à Londres. Henri Nicole AFP le patron reprend la main. Bien que bousculé par Alexander Zverev en finale de Wimbledon, dimanche 12 juillet, Jannik Sinner n'a pas abdiqué. Le numéro 1 mondial, qui n'avait plus gagné de Grand Chelem depuis sa victoire sur le gazon londonien un an plus tôt, a retrouvé la joie d'une victoire en majeur en dominant le récent vainqueur de Roland-Garros en 4-7-6 à 7-7-9, 7-6, 7-2, 6-3, 6-4 et 3h46 de jeu. Après son élimination précoce porte d'Auteuil, l'Italien, 5 fois sacré en Grand Chelem mais battu en finale de l'US Open 2025 par Carlos Alcaraz deuxième et éliminé en demi-finale de l'Open d'Australie en janvier, ne manque cette fois pas l'occasion de se rapprocher des 7 titres de Carlos Alcaraz, forfait à Londres. Pour Jannik Sinner, il s'agit déjà du 6e trophée de la saison, lui qui a remporté les 5 premiers Masters 1000 de l'année. L'Italien a toutefois dû batailler pour se défaire de l'Allemand, alors que les deux hommes n'ont rien cédé sur leur service pendant les 2 premiers sets, se disputant ses manches lors de tie-break irrespirables. Le premier a tourné en faveur d'Alexander Zverev, le second de Jannik Sinner, et après plus de 2 heures de jeu, les deux hommes n'étaient pas beaucoup plus avancés, avec chacun un set en poche. Le tournant de la rencontre s'est alors produit à 3-3 dans la 3e manche. À ce moment précis, Alexander Zverev a manqué une des rares balles de break du jour. Dans le jeu suivant, Jannik Sinner n'a lui pas tremblé pour prendre le service de l'Allemand au bout d'un point qui avait pourtant vu l'Italien aller au sol. Le numéro 1 mondial a ensuite converti l'offrande pour mener 2-7-1 après 2h54 de bras de fer. De nouveau dos à dos dans le 4e set, les deux hommes ont continué à batailler. Mais l'Italien a une nouvelle fois pris le service de l'Allemand à 3-3. Un avantage décisif qui a permis au numéro 1 mondial de signer une 10e victoire d'affilée contre Alexander Zverev, son 100e succès en Grand Chelem, et surtout son 2e titre d'affilée à Wimbledon. Battu en finale d'un tournoi dont il n'avait jamais dépassé les 8e, Alexander Zverev se consolera de son côté avec une place de numéro 2 mondial, dès lundi. Sujet suivant. Des premiers départs constatés dans une rave party dans le Morbihan dimanche soir, entre 1500 et 1700 personnes encore sur place, France Info. Des premiers départs constatés dans une rave party dans le Morbihan dimanche soir, entre 1500 et 1700 personnes encore sur place. Nous avons encerclé totalement la zone, de manière à ce qu'il ne puisse pas y avoir de nouvelles arrivées sur le site, précise le préfet du département. Publié le 12/07/2026 20h43 temps de lecture, 1 minute une rave party a rassemblé plus de 2000 participants au plus fort du week-end à Forges-de-la-Nouée dans le Morbihan. Photo d'illustration Kenzo Tribouillard AFP. Nous constatons un certain nombre de premiers départs, indique dimanche 12 juillet au soir le préfet du Morbihan, Michael Gali, à propos de la rave party en cours à Forges-de-la-Nouée dans le Morbihan depuis vendredi soir et qui a réuni jusqu'à 2000 teufeurs au plus fort du week-end. Un certain nombre de participants ont décidé de quitter les lieux par eux-mêmes. Nous avons encerclé totalement la zone, de manière à ce qu'il ne puisse pas y avoir de nouvelles arrivées sur le site, précise le préfet du département. Dimanche soir à 20h, nous sommes sur un chiffre qui doit être compris entre 1500 et 1700 participants, ajoute-t-il. Nous verbaliserons l'ensemble des participants jusqu'au dernier départ, assure Michael Gali, dénombrant jusqu'ici plus de 400 verbalisations enregistrées pour des motifs très divers qui peuvent être consommation d'alcool, de stupéfiants, délit routier ou participant à un rassemblement festif illégal. Avec de premières arrivées dans la nuit de vendredi à samedi sur la commune de Forges-de-la-Nouée, ce rassemblement se poursuit malgré la vigilance rouge canicule en vigueur dans le Morbihan et un risque très sévère de feux de forêt. L'irresponsabilité des organisateurs de ce type d'événement est à mettre en exergue, avec une inconséquence avec l'alerte rouge canicule, mais également irresponsabilité compte tenu du risque très élevé en matière d'incendie, poursuit le préfet, indiquant toutefois qu'aucun départ de feu n'avait été détecté depuis le début du rassemblement.